Soir, ok. On va parler de projet de mon équipe. Euh, je ne vais pas parler de la fouille que Anka a mentionné, qui se trouve sur l'Acropole, mais d'un autre projet que j'ai eu à Bédaoud, qui a inclus aussi une recherche géoarchéologique. Bon, donc, euh, j'ai commencé à fouiller à Istros il y a longtemps et j'ai fouillé dans une cité, donc c'est une fouille plutôt classique. Mais depuis quelques ans, moi et mes collègues, nous avons décidé d'élargir nos perspectives et c'est pour ça que nous avons commencé à faire des recherches à l'intérieur du continent, dans le territoire des différentes cités grecques et romaine, donc dans le milieu rural. Et c'est ça que je vous propose deux projets, un dans le milieu urbain à Istros et l'autre dans le milieu rural à Beydaoud. Premièrement, pour vous introduire un peu dans le problème, dans les problématiques d'Istros. Donc, Istros est une cité qui a été fondée sur la côte ouest de la mer Noire. Vous voyez ici la carte. C'était une presqu'île à la mer Noire. Maintenant, c'est à l'intérieur. Au bout de, c'est une ville au lac de Sinoé. Et comme dit le nom, cette ville était liée étroitement au Danube. Le Danube qui s'appelait Istros à l'Antiquité. Et le nom nous dit qu'il y avait ce lien étroit. Probablement, il y avait une branche subsidiaire du Danube qui arrivait, je ne sais pas, vers 20-30 kilomètres au nord de la cité. Donc, il y avait un lien commercial avec le fleuve. Istros est localisé dans le sud, dans le sud extrême du delta du Danube, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements environnementaux qui sont très intéressants. Et nous allons voir quels aspects de ces changements. Ça, c'est le site. Le site est ici, c'était une presqu'île. Maintenant, voilà, à l'est, il y a le lac Sinoé. À l'ouest, il y a le lac Istria et Nuntaj. Les deux lacs ont été créés après l'Antiquité par des phénomènes tectoniques. Donc, ils n'existaient pas pendant la période d'existence de la cité. Tout autour de la cité, il y a une énorme nécropole tumulaire avec des tumuli assez grandes, même de 15-20 mètres d'auteur. Et on voit ici une partie de cette magnifique nécropole qui n'a pas vraiment été recherchée. On a fouillé vers 40 tumuli pendant les années 50 et 60 et qui ont été publiés. Mais c'est tout. On a fouillé un autre tumulus au début des années 2000 à l'est du site, quelque part. Non, pardon, ici. Et aussi un autre tumulus en 2015 dans la nécropole tumulaire, mais qui n'a pas été publié avec tous les détails, malheureusement. Bon, donc un milieu très intéressant et qui a été bien étudié par les archéologues, par les géomorphologues aussi. Il y a plein d'articles des spécialistes aussi de notre collègue Alfred Vespremanos-Strohe qui a fait des recherches dans la cité et autour de la cité. Juste pour avoir une petite introduction dans l'histoire
d'Istros parce que l'histoire de cette cité est une raison excellente pour faire des recherches ici. À part la situation géographique de la cité, qui est très intéressante. Donc, comme Anka vous a déjà dit, la ville a été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ, probablement dans le deuxième quart du 7e siècle. La période archaïque est très mal connue à cause de la profondeur des couches archéologiques, premièrement, deuxièmement, à cause des destructions et évidemment à cause de la manque de sources écrites. Mais la stratigraphie de cette période nous prouve qu'il y a eu 3 grandes périodes. La première de la fondation jusqu'à la fin du 7e siècle, la deuxième pendant la première moitié du 6e siècle et la troisième à partir du milieu du 6e siècle jusqu'au début du 5e siècle. Et là, cette troisième période se termine avec une destruction, une couche de destruction qui a été liée par plusieurs spécialistes à la campagne du roi perse Darius à la fin de la période du VIe siècle, ou plutôt, comme l'a expliqué le regretté professeur Avram, qui est mort l'année dernière, malheureusement, qui peut être lié à la révolte ionienne au début du 5e siècle. Si pendant la période archaïque, on a une influence très importante culturelle qui peut être très bien vue dans les découvertes archéologiques, on a une influence de l'Asie mineure, de la Ionie. Au 5e siècle, l'influence principale vient d'Athènes. Et c'est pour ça que tout entier de raisons, on a considéré que pendant cette période, Istros a été inclus dans la Ligue délienne, donc, qui était dominée par Athènes. Pendant la période hellénistique, on a 2 étapes. La première étape, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 2e siècle, la cité a été très prospère. On a une explosion d'inscriptions du matériel archéologique, des nouveaux bâtiments publics. Et après, à partir du 2e siècle avant, et surtout au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a un déclin accentué qui peut être vu au niveau archéologique, c'est-à-dire que les matériaux archéologiques sont d'une plus mauvaise qualité et on a beaucoup de couches de destruction. Et surtout, on a une série de très intéressantes inscriptions qui attestent une situation politique et militaire extrêmement fragile, c'est-à-dire que dans cette période, Istros a été entraîné dans le conflit entre les royaumes thraces et les royaumes de toute la région qui ont mené de nombreuses guerres. Et donc, Istros était tout le temps dans la position de se défendre. À partir du règne d'Auguste, Istros entre dans la sphère d'influence romaine et puis elle est intégrée dans une sorte d'institution pré-provinciale. Et à partir de la moitié du 1er siècle après, c'est-à-dire du règne de Claude, elle est introduite probablement dans la province de la Mésie. Cette province est
divisé en deux pendant le règne de Domitien, donc à la fin des années 80. Et en ce moment, Istros reste dans une des deux provinces créées, c'est-à-dire dans la Mésie inférieure. C'est une bonne période, c'est une période prospère pendant presque tout le deuxième siècle après, avec beaucoup de bâtiments publics qui ont été construits et dédiés par les autorités romaines, par des particuliers d'Istros. Donc, il y avait les citoyens israéliens étaient assez riches pour faire des dédicaces, comme ça. Et à la fin du deuxième siècle, on commence à avoir des attaques barbares qui posent des problèmes de plus en plus difficiles. Au troisième siècle, même pendant le règne des empereurs sévères, qui sont des empereurs militaires, cette crise militaire s'accentue, et puis avec la crise du troisième siècle, toute la province est très affectée par les attaques barbares. Et Istros, dans la deuxième moitié du troisième siècle, a été rasé par une attaque des Goths, qui a l'histoire auguste mentionne le Excidium Histriae. Donc, la cité a été rasée, et on voit ça très bien parce qu'on construit quelques années plus tard un mur d'enceinte où il y a une quantité énorme de spoliats, donc des fragments architecturels qui appartenaient aux bâtiments publics ou particuliers détruits pendant cette attaque et qui ont été réutilisés comme matériel de construction immédiatement dans construire le mur d'enceinte. Des inscriptions, des centaines d'inscriptions qui ont été trouvées dans ce mur. Il y a à partir du IVe siècle, il y a une importante période de reconstruction, et pendant le 5e siècle après, on n'a pas trop d'informations archéologiques. La dernière période de prospérité qui est très visible dans le site est le 6e siècle après Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut dater la plupart des bâtiments qu'on voit à la surface de l'acropole, surtout parce que c'est ici que les fouilles sont concentrées à partir de 1914, quand on commence les fouilles à Istros. Et bon, juste pour vous montrer, c'est ici que j'ai commencé en 2013 le secteur dont Tank a parlé. Et donc là, on fouille un quartier résidentiel romain tardif du 6e, 7e siècle après. Et là, je parle du 7e siècle. Au début du 7e siècle, il y a eu la crise créée par le centurion Phocas, qui a commencé une émeute contre l'empereur, et il est parti avec l'armée qui défendait la frontière. Il est parti de Constantinople pour obtenir le pouvoir. Et après cette partie cet abandon de la frontière, il y a eu une énorme invasion slavo-avare, et après, plusieurs invasions, et après, la démographie de la zone a été changée définitivement. Et petit à petit, toutes les cités ont été abandonnées dans la région. Au début, les cités entrent en déclin. Ils ne sont plus des cités, mais des établissements qui fonctionnent dans les ruines des anciennes cités. Et finalement, vers la moitié du 7e siècle, il n'y a pas de traces
de vie dans ces cités. Et dans la fouille que j'ai déjà mentionnée, on a réussi à identifier une des plus tardifs niveaux de vie dans la cité au début du 7e siècle. Parce que d'habitude, on datait cette fin de la cité par des pièces de monnaie. Mais voilà, on a découvert maintenant des structures qui datent de cette période. On a essayé d'expliquer la fin de cette cité par la disparition du port, en l'ensablement du port. Mais ce n'est pas du tout clair si ça, c'est l'explication ou le port a été ensablé à cause de la manque de force financière et humaine pour le maintenir. Donc, la question reste ouverte. Bon, maintenant, pour passer au premier projet, ça a été une collaboration avec une équipe française. Et cette recherche dont je vais vous parler s'est déroulée en premier temps par un projet Amidex Geomed qui a commencé en 2015 et qui a visé plusieurs sites de la Dobruja. La Dobruja, c'est partie de la Roumanie qui est tout près de la mer. C'est entre le Danube et la mer Noire. Et cette recherche a été dirigée par monsieur le professeur Christophe Morange. Et bon, je l'ai aidé de faire des carottes à Istros. Et ils ont fait 4 carottes en 2015. Et les résultats ont été très bons. Donc, on a dit qu'il faut commencer une collaboration. Et cette collaboration a été construite sur un autre projet que vous voyez sur l'écran. C'est le projet de recherche de notre ancienne étudiante et puis masterante Alexandra Nicolas, qui est devenue la doctorante de M. Christophe Morange et qui a défendu une excellente thèse sur l'échange environnemental au bas del Danube dans cette période de 6000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au présent. Donc, on a commencé ce projet par une collaboration, par un protocole de collaboration entre l'Université de Bucarest et l'Université Aix-Marseille. Et le projet a été financé principalement par Aix-Marseille, mais aussi par l'Université de Bucarest, qui a aussi assuré la partie logistique, ou la plupart de la logistique. Le projet a eu comme objectif principal d'identifier le port antique ou les ports antiques. Bon, vous avez vu l'image de la photographie vous avez ici 2 plans. Donc, ça, c'est la presqu'île dont je vais vous parler. Le site, la cité antique, est constitué de 3 grandes parties. Le plateau ouest que vous voyez ici et qui a été une zone résidentielle d'époque grecque et qui a été abandonnée pendant la période romaine, quand on a des espaces funéraires dans cette zone. Puis, et ça, le plateau ouest, c'est déjà le continent. Puis, il y a la zone centrale, il y a une dépression qu'on appelle de manière conventionnelle Sărătură, donc parce que là, il y a le sel qui sort tout le temps quand il y a une sécheresse, qui soit à la surface, et qui est une zone déterminée aussi probablement par un ancien tombolo entre le continent et la partie est de la cité, qui est l'ainsi dite acropole. C'est un rocher de schiste vert avec des couches assez épaisses d'argile jaune.
et qui n'est pas très haute. La plus grande hauteur, c'est 7 ou 8 7, 8 mètres au-dessus de la mer. Et comme je vous disais, la plupart des fouilles archéologiques se sont concentrées là. C'est pour ça qu'on voit toutes ces structures ici, de moins en moins vers l'ouest. Bon, le problème du port d'Istros, la localisation du port est un problème qui a été beaucoup étudié, mais surtout en utilisant des informations indirectes. C'est-à-dire que il y a la théorie qui a été soutenue par un spécialiste romain, Octavien Bonnego, qui soutenait que le port se trouvait au nord. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé pour résumer, dans cette zone, il a trouvé des dalles de pierre très grandes qu'il a considérées comme des ruines des quais d'un port. On n'a pas identifié ces dalles, on ne sait pas où elles se trouvaient, donc rien de clair de ce point de vue. Puis il y a eu une autre théorie qui localisait le port à l'est, la théorie d'un autre archéologue, Kanarake, qui soutenait que le port se trouvait ici. Pourquoi? Parce que dans les années 50, pendant une grande sécheresse, ils ont vu qu'il y avait une structure dans l'eau du lac, très proche à la surface, une structure linéaire qui allait vers l'est. Et donc, ils ont dit, c'est un quai, c'est une, comment dit-on, brise-vague. Tout à fait, brise-vague, oui. Brise-vague, OK. Molle, oui. Oui, oui. Et donc, ça, c'était sa théorie. Mais voyons, ils ont essayé de marquer, ils ont fait une sorte un plan topographique, mais il n'y a pas plus d'explications que ce que je mentionne. Puis, la plupart des spécialistes ont soutenu la théorie du port localisé au sud de la cité. Pourquoi? Premièrement, parce que, voilà, en mer Noire, le vent le plus puissant vient du nord. Donc, c'est normal de mettre le port au sud de la cité. Puis, Dinu Todorescu, un architecte qui a travaillé à Istros et qui a fait une carrière extraordinaire en France, il a dit que bon, les deux édifices thermaux, ici et ici, sont localisés au sud. Donc, c'est probablement là qu'on avait la ligne la plage. Donc, c'était tout près de la mer. C'est là qu'il faut chercher le port. Aussi, un spécialiste roumain en géophysique dans les années 60, donc au début c'est un des premiers spécialistes en géophysique de la Roumanie, Merkler, a fait des recherches dans cette zone au sud de la cité. Il a identifié un promontoire rocheux, mais au-dessous du niveau actuel. Et donc, il disait que ce promontoire était notre brise-vague. Puis, plus tard, mon collègue Mircea Dabăca, de l'Institut archéologique de Bucarest, il a fait des recherches au sud de la cité, dans cette zone. Il a dit, si vous voyez ici une série de sections archéologiques, et là, il a identifié une structure qui pourrait être une sorte de plage, de lieu d'ancrage
romain tardif, mais rien d'autre. Donc, il a soutenu que là, on pouvait avoir une installation, un ancrage romain tardif, mais il a fait sa thèse sur le port, des ports en mer Noire, mais finalement, il a dit qu'on pouvait avoir le port n'importe où, au nord, à l'est ou au sud. Puis, il y a eu les recherches d'Alfred Vespreman Ostroe et Julian Băsescu, et puis celles de notre équipe. Et je vais vous présenter les conclusions. Et après, on a eu un autre article publié par M. Mircea Angelescu, directeur de fouilles, qui soutient de nouveau l'existence du port au sud. Et là, il présente une série d'arguments avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et c'est une partie des arguments des autres, c'est-à-dire la concentration des structures dans le sud, les édifices thermaux, une petite porte dans le mur d'enceinte romain tardive et tout ça qui nous donne l'impression qu'il y a une concentration des monuments et des monuments publics plutôt au sud. Mais la vérité reste que le nord de cette zone n'a pas été fouillé. Donc, on ne sait pas du tout ce que se trouve ici. On ne peut pas utiliser ces arguments. Bon, donc, on a commencé après 2015, quand M. Morange et son équipe ont obtenu des résultats promettants. Ils ont dit, bon, il faut continuer. Donc, en 2007, on a commencé nos recherches à Istros. Et donc, après, à part la localisation du port ou des ports, on avait aussi comme objectif d'identifier les changements environnementaux à Istros. Et ça, c'est la zone où nous sommes concentrés. Le nord est ici, le sud est de l'autre côté. Mais juste pour avoir une perspective aérienne. La méthode. C'est clair que pour un projet de cette taille, il faut avoir une approche interdisciplinaire. Et là, on a utilisé la géomorphologie, évidemment avec des cartages et une analyse biosédimentologique qui a été menée par Christophe Morange et évidemment par Alexandra Bivaro qui a fait sa thèse sur ça. Et là, vous avez une photo qui a été prise pendant ces cartages qui ont été très, très difficiles. Pour moi, ça a été, je crois, du point de vue physique, les 3 plus difficiles semaines de ma vie. Je ne m'y attendais pas, mais voilà. Mais ça a été absolument fascinant. On a utilisé aussi les méthodes géophysiques, la magnétométrie, le géoradar, et puis plus tard, avec une équipe allemande de professeur Bruckner, la résistivité électrique. Et finalement, on a eu évidemment la fouille archéologique qui peut confirmer la datation et la forme exacte des structures qu'on peut découvrir autrement. Pour la chronologie, on a utilisé l'ESL et évidemment les analyses de radiocarbone et du point de vue archéologique, les analyses typochronologiques. L'équipe a été formée par le professeur Morange, par Alexandra, que vous voyez ici, à droite, par un autre doctorant de Roumanie, Adrien Vlado, par moi-même. Et on a fait aussi des analyses dans d'autres institutions, dans l'Institut de recherche nucléaire qui est tout près de Bucarest, à Magurele, à l'Université de Bucarest, dans d'autres facultés, et évidemment à l'Institut archéologique de Bucarest.
Et voilà le résultat. Ça, vous avez ici la carte avec toutes les carottes qu'on a fait en 2015, vous voyez, qui ont été marquées avec des points rouges, et en 2017. Et la différence en ce qui concerne le nombre de carottes est évidente. C'est pour ça qu'on a pris 3 semaines pour faire toutes ces carottes. Et ça a été important parce que on a recherché toutes les zones. On a pris le nord, que vous voyez, puis tout le centre qui a constitué le point le plus intéressant, et vous allez voir pourquoi, et aussi le sud, en partant de l'est vers l'ouest. Le résultat les résultats ont été très intéressants. Vous avez ici la stratigraphie des carottes. La reconstruction par l'environnemental nous montre une présence d'eau marine dans la Cerreto, donc ici, dans cette dépression, et vers le sud. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. On a fait des analyses de micro et de macrofaune qui nous montrent qu'il y avait dans cette zone, il y avait une eau peu profonde qui était typique pour un habitat côtier et qui était aussi typique pour des milieux lagunaires. C'était un milieu d'énergie basse avec beaucoup des traces archéologiques, surtout évidemment. Généralement, le nord du site et le sud aussi montrent des milieux moins protégés, avec moins d'indicateurs biologiques et moins d'indicateurs archéologiques. Donc, généralement, au port, dans cette région, on ne peut pas être sûr qu'il y avait un port protégé. Le centre de cette partie nord est différent. Parce que là, on a découvert dans ces carottes, ici, on a découvert des milieux marins protégés. En revenant, pour vous expliquer de mon point de vue l'importance des résultats que je vais vous présenter. Vous voyez maintenant une carte qui a été publiée en 1982 par l'ancien directeur de fouilles, M. Sucevano. Et c'est comme ça qu'on voyait Istros. C'est comme ça qu'on voyait Istros dans les plans, dans les publications. C'est comme ça qu'on l'a enseigné à l'université. Donc voilà, ça c'est le site avec l'acropole à l'est, une partie centrale avec quelques structures, et puis le plateau ouest. Le mur de défense, l'enceinte du Haut-Empire, du deuxième siècle après, ou du début du deuxième siècle après. Et c'est ce mur d'enceinte qui était prolongé vers le nord. Et on considérait, pour des raisons qui n'étaient pas vraiment expliquées, que dans cette partie, il y avait la ville qui était submergée. Donc, pour des raisons de nouveau qu'on n'expliquait pas, on considérait qu'ici, il y avait aussi la ville ancienne qui a été couverte par le lac. Toute cette zone a été érodée. Bon, on se demandait pourquoi on n'a pas de structure dans la partie centrale, pourquoi il y a une dépression, pourquoi même il y a une dépression avec une petite entrée qu'on voit très bien sur cet ancien plan. Dans le terrain, quand nous avons commencé les recherches avec M. Orange, il n'y avait pas de séparation, donc cette zone était continuée. Vous allez voir l'image. Donc c'est comme ça qu'on
qu'on croyait qu'on voyait la cité. Donc, la cité avec une partie au nord qui n'existait. Les résultats qu'on a eus, que je vous ai présentés, nous montrent qu'en effet, on a 3 possibles endroits d'ancrage. Au nord, dans la partie centrale de la côte nord de la cité, donc ici, dans la partie centrale, dans cette dépression dont je vous parlais, et dans la partie sud, plutôt au sud-ouest, parce que c'est pour ça qu'on a commencé de l'est vers l'ouest les carottes, parce qu'ici, c'était un milieu moins protégé, mais qui devenait de plus en plus protégé vers l'ouest. On a fait aussi des carottes ici, et on a découvert une séquence de sédiments qui indique plutôt un canal. Donc, finalement, on peut avoir un ancrage au nord, assez certain, un ancrage au milieu, donc ce serait, pardon, un port de type, un bassin portuaire de type coton, qui était relié à l'ancrage sud par un canal. Cela, vous voyez ici une autre, un orthophoto plan avec toutes les structures qui ont été notées et avec les résultats des recherches géophysiques qu'on a fait ici et qui nous montrent qu'il y a dans cette partie aussi des structures, parce que cette partie de la cité n'a pas vraiment été recherchée. Mais vous pouvez imaginer que notre image d'une cité continue sur cette presqu'île est totalement changée. On a un bassin au centre de cette ville qui était relié à la mer au nord et au sud. Ça veut dire que le centre de la cité n'existait pas, c'était un bassin. Et c'est pour ça qu'il faut repenser tout le plan urbain d'Istros, c'est-à-dire qu'il faut repenser comment on faisait la liaison entre les deux parties, comment s'étaient organisés tous les bâtiments autour de ce bassin. Et c'est en relation avec une nouvelle image qu'on doit repenser aussi le mur d'enceinte du Haut-Empire qu'on voit ici, parce que les anciennes, la première enceinte archaïque était beaucoup plus vers l'ouest, que je vous montre maintenant le trajet de cette enceinte. Et pourquoi on a une concentration de murs d'enceinte ici pendant le Haut-Empire et sur cette ligne pendant la période classique. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on doit nous mettre maintenant et qu'il faut résoudre par des fouilles. Bon, et on a commencé à analyser ces problèmes. C'est pour ça qu'on a fait les recherches géophysiques dans cette zone et au sud de cette dépression. Au sud de la dépression, on n'a pas vraiment trouvé des structures. On a fait des mesurements, avec le géoradar dans cette zone et on a vu une chute accentuée du rocher dans cette zone qui peut confirmer ce possible canal entre le bassin central et l'ancrage du sud. Et bon, donc on a un canal ici. Et dans ce moment, il faut se mettre à la question, comment est-ce qu'on obtenait la liaison, comment on passait du continent vers l'acropole et de l'autre côté. Et la seule zone qui lie les deux parties importantes de la cité est cette
colline qui est plus haute que tous les éléments topographiques de la région et que vous voyez ici. Et je vous ai montré dans le plan de 1942, ici, on voyait une séparation entre les deux moitiés de cette dune qu'on ne voit plus. Donc, l'image que je connaissais était celle-ci. Donc, une connexion continue entre l'Est et l'Ouest de la cité. Et on nous sommes dit, bon, il faut fouiller ici, c'est clair, pour voir ce qui se passe dans cette zone. Est-ce que ça constitue une voie d'accès entre la cité, l'acropole et le quartier à l'ouest, pardon. Et après avoir fait les recherches géophysiques, on a fait qui a été faite pendant 2 ans, en 2017 et 2018. Et vous avez ici les principaux résultats. En 2017, on a fait on a fouillé une section, mais on a fait des découvertes très importantes. On a découvert au moins 2 structures que vous voyez ici, qui sont, la première, c'est tout près de la surface, la deuxième est en profondeur, qui sont orientées dans presque la même direction et qui ont la même caractéristique, c'est-à-dire que ils ont vers l'ouest ces murs, disons qu'ils sont des murs, ont une face droite. À l'intérieur, vers l'ouest, ils n'ont plus de lignes de murs, disons. Ce qui suggère qu'elles sont des bordures ou des tracements. Ça suggère une zone, comme on a vu dans le plan de 1942, une zone de canal. Ça peut être la zone est du canal, de cette entrée. Voilà, on peut la voir ici. Voilà, ici. Et donc, ces terrassements peuvent renforcer ici le canal, un possible canal. Donc, on n'a pas trouvé exactement des structures pour démontrer ça, mais ce sont des indices assez intéressants. Du point de vue stratigraphique, on a un grand nombre de couches et toutes ces couches sont datées à partir du Haut-Empire. C'est très intéressant pour le moment. On n'a pas de couches romaines tardives ou romano-byzantines, comment vous voulez les appeler. On a des couches du Haut-Empire jusqu'à la période hellénistique. C'est la datation type chronologique qu'on a obtenue jusqu'à maintenant. Le matériel céramique est en cours de publication. C'est M. Ovidiu Botiș de Cluj, doctorant à l'université de Cluj, qui s'occupe de la publication de cette découverte céramique de cette fouille. En 2018, on a fait, en 2017, on a fait une section nord-sud, orientée nord-sud. Il nous restait de voir ce qui se passe sur la direction est-ouest. Et donc, on a fouillé une autre section et dont le plus important résultat a été l'identification d'une couche très dure, très compacte, avec des pierres et de l'argile jaune, donc le fameux battuto romain, qui est une structure typique pour la substruction des rues. Et donc, c'est probablement une rue qui menait de l'est de la cité vers l'ouest. Cela nous indique un espace une voie d'accès entre les deux moitiés
de la cité, à l'est et l'ouest, avec possiblement un canal qui reliait l'ancrage nord au bassin central. Malheureusement, on n'a pas pu continuer ces recherches et bon, espérons que quelqu'un à un certain moment va les reprendre et va obtenir plus de résultats. Mais pour le moment, ce qu'on a découvert et les informations qu'on a obtenues qui s'ajoutent aux informations obtenues par Alfred Vesperman et Ilian Băsescu pendant d'autres recherches géoarchéologiques à Istros, ont changé, en ce qui nous concerne, le tableau général d'Istros, le tableau du plan d'Istros. Et en plus, ça nous indique plus d'un bassin portuaire. Ça nous indique plusieurs bassins portuaires. En ce qui concerne la datation de ces bassins, c'est très difficile. Ici, on a besoin de l'information épigraphique, c'est-à-dire qu'on a des inscriptions qui nous informent que pendant la période hellénistique, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Istriens ont envoyé une flotte de guerre pour aider la ville d'Apollonia au sud contre la ville de Messambrie. Et donc, une flotte de guerre, ça veut dire des aménagements portuaires spéciaux et donc des structures très complexes. Et cette datation correspond généralement avec la datation qu'on a obtenue pour le centre, pour le bassin central. Pour le nord et le sud, pour le moment, on n'a pas de datation claire. Et donc, ça, c'est le projet d'Istros. Maintenant, nous allons commencer avec le deuxième projet. Vous avez ici, ça c'est la Dobruja dont je vous parlais, la région entre le Danube et la mer Noire. Et donc, il y a 2 ans que nous sommes décidés, bon, mes collègues moi, de l'Université de Bucarest et moi, nous sommes décidés de commencer une recherche à l'intérieur du continent. C'est pour ça qu'on a créé une équipe avec le directeur de l'Institut, du musée de Tulcea, l'Institut écomuséal de Tulcea. Et nous sommes décidés de faire un projet de recherche à Beit Daoud, donc à l'intérieur du continent, à une trentaine de kilomètres de la cité grecque de Orgamé ou Argamum en latin, presque la même distance d'Istros. C'est une zone avec beaucoup de sites et d'établissements que vous allez voir qui sont pratiquement dans le territoire ou à la frontière des territoires d'une de ces 2 cités. On ne sait pas exactement laquelle, soit Argamum, soit Istros. Donc, l'équipe a été formée par les membres de l'Université de Bucarest, la faculté d'histoire, la faculté de géographie, Alfred Vesperman et Luța Protasa, et de la faculté de géologie et géophysique, le professeur Niculescu, notre collègue, je vais revenir sur ça, et monsieur Florin Nache. Les autres membres de l'équipe de Tulcea, du musée de Tulcea, Sorin Ailinkai, Radu Stănescu, Erzvan Cernomoriț, puis des collègues de l'université Aix-Marseille, du laboratoire Arcaia, c'est-à-dire Madame Gaëlle Granier, que vous voyez ici. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer ça. Donc, on a commencé des fouilles en août, quand nous a visité sur le chantier, mais on les a continuées pendant le mois de septembre, pendant une école d'été
en automne, voilà. Une école d'été organisée par un cartel universitaire qui s'appelle CIVIS et qui réunit 9 universités européennes. Et une école d'été sur l'archéologie funéraire. Et c'est comme ça que Gaël Granier est venu avec une équipe d'étudiants français et belges. Et pendant cette nuit, on a décidé, elle a décidé qu'elle voulait collaborer avec nous. Donc, on va continuer ensemble parce qu'elle est spécialisée en archéothanatologie, qui est un domaine absolument extraordinaire. Et vous allez voir qu'on a besoin de spécialistes en archéologie funéraire. Puis, il y a aussi le professeur, le maître Adam Rabinowitz, qui est maître de conférence à l'Université de Texas en Austin. Et puis, un doctorant, Sterling Wright, qui fait sa thèse à la Pennsylvania State University. Et puis, on a aussi la collaboration de Madame Ankatan, qui va s'occuper de la recherche historique de cette zone, j'espère. On n'a pas encore signé le protocole, mais on en a parlé. La zone de Bédaoud est très complexe. Donc, je vais expliquer et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les parce que c'est assez complexe. Donc, ça, c'est la commune de Bédaoud. Et dans cette zone, on a 4 sites. Et donc, nous nous occupons d'une micro-zone archéologique. Pas d'un seul site, mais de plusieurs sites. Le premier site est un site néolithique localisé ici dans une zone qui s'appelle la Gratina, ce qui veut dire en romain au jardin, qu'on a identifié, mais qu'on n'a pas fouillé. On va trouver un spécialiste dans la période néolithique et dans la culture de Hamangia, pour faire un projet de recherche ici. Le deuxième site, qui promet le plus intéressant, pour le moment, le plus intéressant résultat, c'est un établissement fortifié que vous voyez ici, sur la vallée de la Hamangia. Donc, ça, c'est la vallée de la Hamangia. Puis, il y a la vallée Solojan. Et puis, il y a une autre petite vallée qui s'appelle Doulia. Bon. Mais il faut retenir la Hamangia. Donc, ici, dans cette vallée superbe, se trouve ce établissement fortifié qui date du premier âge de fer et jusqu'à la fin de la période romaine. Donc, c'est un établissement qui a fonctionné une longue période de temps. Ce qui est très important en ce qui concerne cet établissement, c'est que la fortification est datée pendant le deuxième âge de fer, qui correspond aussi à la période archaïque dans cette zone. Et c'est le seul établissement, la seule fortification dans la région pour cette période. La céramique qui a été découverte ici nous montre que c'est un point de contact entre la population indigène, qu'elle soit des sites ou qu'elle soit des jets, c'est-à-dire des traces, des tribus traces. Contact entre la population indigène et les Grecs des colonies que j'ai déjà mentionné, Orgamé ou Istros. Donc, c'est soit un établissement indigène à la frontière avec les Grecs, soit un établissement grec à la frontière avec les indigènes. Pour le moment, je crois que c'est plutôt le premier cas. Ça, c'est le deuxième site. Le troisième site est un établissement rural dans cette zone qui a été identifié par des prospections de surface. Et le quatrième, c'est une nécropole tumulaire aussi identifiée à la surface. Et tous ces sites, la nécropole, l'établissement rural romain, n'ont
et le signalétique n'ont pas été fouillés, pas du tout. Bon. Les seules fouilles qui ont été faites ici sont les fouilles pendant 2 ou 3 campagnes à la fin des années 70 et début des années 80, qui ont été faites sur l'établissement fortifié. Vous voyez ici 2 grandes sections orientées nord, sud et est-ouest qui ont identifié la fortification, ils ont identifié des maisons et surtout de la céramique dont je vous ai parlé, qui a été très important. La méthodologie qu'on a proposée pour notre projet, ce qui nous intéresse dans cette zone, c'est l'évolution de l'habitation humaine sur la vallée de Hamangia. Donc, du coup, ce n'est pas un projet qui vise un site ou une partie d'un site, mais c'est plutôt une zone délimitée par des éléments géographiques. Et ça, automatiquement, implique une approche interdisciplinaire. Premièrement, il faut avoir, dans le cas d'Istros, c'est un site qui a été fouillé pendant un siècle, donc on a beaucoup de cartes topographiques et tout ça, donc on a une importante documentation, même des photographies aériennes. La première photographie aérienne à Istros est datée dans les années 30. C'est une des premières photographies aériennes d'un site archéologique. C'est très important. Évidemment, à Beit Daoud, on n'a rien comme ça. Et à part ces quelques photographies que vous voyez ici. Donc, la première direction de recherche est la direction topographique. Il fallait faire une carte topographique, des photographies aériennes, obtenir un plan 3D par ces photographies. Et finalement, il faut faire des mesurements LIDAR pour voir s'il y a des structures qu'on peut observer sur la surface. Puis, il y a évidemment l'approche géomorphologique. Et là, on propose de faire déjà fait des carottages et des analyses biosédimentologiques. On a proposé aussi des méthodes géophysiques, magnétométrie surtout, peut-être géoradar. Et si c'est le cas et si on trouve des endroits où il faut utiliser ça, la résistivité électrique. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça en rouge? Parce que je dois faire une petite parenthèse ici. Il fallait commencer par ces recherches. Malheureusement, un des trois professeurs qui formaient l'équipe est mort l'année passée, donc ça a arrêté ce projet et finalement on l'a repris cette année, c'est-à-dire que la semaine prochaine, un de nos doctorants va se déplacer à Beit Daoud pour faire ses premières recherches, ses premières prospections. Qui vont couvrir tout l'établissement fortifié que vous voyez ici et l'établissement rural romain que je vous ai montré. Évidemment, on a établi de faire des fouilles archéologiques et des analyses pour établir la chronologie, mais pas seulement. Pour ça, notre collègue Alexandra Clara Tsirlaka de l'Université de Bucarest est passionnée elle a fait une carrière de faire des analyses de pâtes et de différentes substances pour obtenir des résultats très intéressants sur les découvertes archéologiques. Elle a publié beaucoup de ces résultats en ce qui concerne les découvertes d'Istros, de la fouille que je vous ai montrée sur l'acropole. Bon, premier résultat
de cette année, c'est la carte topographique que vous voyez ici et qui couvre une zone assez importante de 200 hectares, je crois. Ces mesurements ont été pris par notre collègue de la faculté de géologie et de géophysique, Florine Naquet, qui a pris qui a tenu cette carte topographique qui est comment dit-on, orientée dans le système topographique national, donc qui peut être superposé à d'autres cartes, des photographies, des orthophotoplans qui ont été pris par d'autres institutions. C'est lui qui a fait aussi l'orthophotoplan. Bon, ce que vous voyez ici, c'est une capture de tout l'orthophotoplan. L'orthophotoplan complet est très difficile à manipuler. Nous avons une station graphique pour pouvoir l'utiliser. Mais ça a été un bon commencement pour avoir une idée générale de toute la région. Il a continué par obtenir un thème, Digital Elevation Model, qui a été extrait de cet orthophotoplan. Et vous voyez déjà ici, il y a les différences topographiques très claires entre les différents objectifs. Et ici, on a l'établissement fortifié qui est entouré par cette vallée rocheuse très belle d'ailleurs, que Anka a déjà vue et admirée. Finalement, de cette photographie qu'elle a prise avec la drone qui a volé à une centaine de mètres d'auteur, il a extrait le modèle tridimensionnel de toute cette zone. Et vous voyez ici des captions de ce modèle 3D. C'est le tumulus qu'on a fouillé. Et ça, c'est de nouveau l'établissement fortifié avec la vallée rocheuse. Et puis, on a l'approche archéologique traditionnelle. On a commencé par des prospections de surface. Vous voyez ici les deux prospections, le trajet des deux prospections. Et pour commencer à connaître la réalité du terrain, mais aussi pour identifier et mieux dater les différents sites dont on nous parlait dans la bibliographie. Et cela dit, on a identifié sur toute cette zone sud de la colline là, je ne peux pas traduire, ça s'appelle le Dalokuchishma. Bon. Donc, sur la partie sud de cette colline, on a identifié l'établissement rural romain. Et au nord, à l'ouest et au nord de cet établissement, on a découvert la nécropole tumulaire qu'on voit déjà ici dans le Digital Elevation Model. Et très important, un alignement de tumuli. Un alignement de tumuli pendant la période classique au moins, mais je crois que aussi pendant les périodes préhistoriques, indique une route. Ce qui est très important parce que cette route devait relier l'établissement rural d'ici avec un autre à l'ouest qui est partiellement superposé par le village moderne de Neatermal, qui n'est pas dans la photographie, mais où on a aussi identifié des ruines, des structures romaines. Aussi, à part tout ça, on a identifié dans cette zone, que je vous montre ici, des structures claires de l'établissement rural
romains, c'est-à-dire des murs qui sont clairement des murs romains. On a découvert de la céramique en abondance, des pots et aussi des matériaux de construction en céramique, des tuiles. On a identifié ici, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait un dolium, un vaisseau de stockage. Et aussi, de l'autre, ce qui est très important, de l'autre côté de cette vallée, ici, la trace d'un autre dolium. Le dolium était un vaisseau très cher. Et donc, il ne fonctionnait pas en plein air. Il devait être dans un bâtiment, dans une structure. Et ça nous indique qu'en effet, l'établissement rural romain s'étendait autour du bout de cette vallée. Donc, c'était dans toute la région, ce qui est une information assez importante à ce niveau. Bon. Le seul site de ces 4 sites qui n'était pas daté jusqu'à cette année était la nécropole, l'espace funéraire tumulaire. Et donc, on a décidé de commencer la fouille là pour avoir une datation préliminaire pour ces tumuli et donc voir s'il y avait un établissement d'une autre période, parce qu'on a des tumuli aussi pendant l'âge de bronze, et donc il fallait relier l'idéal était de relier cet espace funéraire à un site que nous connaissions. Et donc, il y a plein de tumuli dans cette région, dans cette zone, mais c'est assez difficile à être sûr que c'est des tumuli ou c'est des petites collines. Peut-être des anciennes structures qui ont été recouvertes. Mais ici, dans l'alignement de tumuli, c'était assez clair. Et donc, on a choisi de commencer la fouille de la nécropole, de l'espace funéraire. On a choisi un tumulus de taille moyenne, de 20 de mètres de diamètre. Et vous avez ici les résultats de la campagne de 2021. C'est-à-dire, on a ouvert deux sections de 23 mètres de longueur. Et là, on a identifié 7 structures funéraires. Et je vais vous expliquer pourquoi je les appelle seulement structures funéraires. Parce que dans 2 cas, on a découvert, c'est vrai, des os. Voilà. Des os et un crâne, voilà, ici, dans la structure funéraire numéro 3, ou ici, dans la structure funéraire numéro 6, qui était une pompe d'enfants. D'enfants, infants. Pour le reste, c'était des structures très intéressantes, avec des traces de brûlure, avec des taches de bûcher. On voit ici aussi, dans cette photographie, qui ont été creusés dans le manteau du tumulus jusqu'au rocher, et quelquefois le rocher a été aménagé pour obtenir cette petite zone qu'on appelle un escalier, step pit en anglais, où on a obtenu cette petite plateforme dans l'argile. Le détail essentiel, c'est qu'on a découvert des résidus de la crémation, parce que voilà, on a un double rite, c'est le rite d'inhumation et puis le de crémation.
on a découvert des résidus, mais ces résidus de crémation n'étaient pas compatibles avec la quantité qu'on doit avoir pour un cadavre. Donc, normalement, pour un adulte, on doit obtenir environ 2 kg de résidus funéraires. Et ce n'était pas le cas. Et donc, ça veut dire que même si on les a brûlés ici, on a amené les résidus pour les déposer dans une autre structure funéraire, c'est-à-dire dans des tombes. Mais on ne les a pas identifiés jusqu'à maintenant, ce qui est très, très étrange. Et donc, pour le moment, on a 2 tombes d'inhumation et on a 5 autres structures où on a des traces du cadavre, mais on n'a pas de tombes, on a des structures funéraires. Et pour le moment, l'hypothèse qu'on utilise, c'est que ce tumulus, pour le moment, on n'a pas d'informations sur les autres, ce tumulus doit être considéré pour le moment une sorte d'enceinte funéraire où on brûlait les cadavres et on les déposait, on ne sait pas si dans le même tumulus ou dans une autre partie de l'espace funéraire. Et cela, espérons qu'on va répondre à ces questions dans les années qui suivent. Puis, passons à d'autres types d'analyses. Premièrement, on a pris des échantillons. Vous voyez ici le professeur Adam Rabinowitz de l'Université du Texas, qui a pris des échantillons de toutes les sources dans la région. Et au nord-est de la région, on a 2 sources et il y a une autre qui vient de l'ouest. Donc, même si la zone est assez sécheuse, assez aride, pardon, dans cet endroit, on a plusieurs sources, ce qui peut être une bonne indication pour ce qui peut représenter des bons arguments pourquoi on a habité cette zone pendant une telle période. Et donc, Adam a pris des échantillons pour pouvoir faire une analyse d'isotopes de strontium et d'oxygène de l'eau de cette zone. Ça va nous aider pour faire des comparaisons avec le profil de strontium et d'oxygène dans les eaux les restes humains qu'on découvre dans les tumuli. Et c'est comme ça qu'on pourra voir si les gens qui ont été enterrés dans ces tumuli habitaient dans cette région ou s'ils venaient d'une autre région. Et finalement, on arrive à l'analyse géoarchéologique qui est très intéressante, qui a commencé aussi en septembre, au mois de septembre. Alfred Verspinano Stroe avec Luisa Peotas, avec des doctorants, Laurențiu Tuțureanu, Ionel Stan, Alexandru Berbecariu et Daniel Ivanov, ils ont fait une première carotte au début du mois de septembre, une carotte de 10 mètres de longueur. Et ils ont choisi pour carotter cette zone, c'est-à-dire la zone d'embouchure de la rivière de Hamangia dans le golfe de Golovica pour obtenir une séquence stratigraphique représentative pour la succession des milieux de sédimentation pendant le Holocène inférieur et moyen, et pour voir les périodes d'habitation à partir du néolithique. Évidemment, ils ont fait plusieurs carottes et ils ont choisi la deuxième, Hamangia 2, qui a donné les résultats préliminaires les plus promettants.
et qui, évidemment, on a les coordonnées géographiques pour la carotte. Et ils ont utilisé une carottière à percussion, un Cobra TT. Ils ont prélevé des échantillons du matériel sédimentaire pour faire des analyses multiples, des analyses sédimentologiques, géochimiques, sporopoloniques, pour voir la paléofaune, pour faire des datations radiocarbone. Tout ça est absolument nécessaire pour déterminer les caractéristiques physiques des milieux dépositionnels et à la suite pour comprendre les transformations successives qui ont affecté le paléomilieu de la région à partir de la culture néolithique Hamangia et jusqu'au Moyen Âge. À propos de ça, Baya. Donc, Baya, ici, est une petite ville, je crois, qui s'appelait Hamangia avant la période communiste, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ici qu'on a identifié pour la première fois la culture néolithique que je vous ai mentionné, la culture Hamangia. Donc, toute cette région est très importante pour cette culture néolithique. Après, on suivi les analyses de laboratoire, c'est-à-dire que la carotte a été transportée au laboratoire de sédimentologie de la faculté de géographie. Et là, ils ont pris des échantillons pour l'analyse granulométrique et du contenu de matière organique et anorganique, et pour établir une stratigraphie générale de la carotte. Et voilà le profil stratigraphique de la carotte. Ils ont identifié 7 unités stratigraphiques et dont l'unité C correspond à un milieu fluvial en transition climatique, du milieu froid à un milieu plus chaud, probablement pendant le Holocène précoce, donc l'unité C. Puis, dans l'unité D qui suit, qui est la plus épaisse, de 600, presque 700 mètres de profondeur jusqu'à environ 2 mètres de profondeur, il y a des couches plus d'une couleur plus foncée et qui peuvent indiquer une habitation intensive. Et c'est l'analyse du charbon qui pourra apporter des informations plus détaillées sur ça. Ça, c'est seulement, évidemment, les informations préliminaires, les résultats préliminaires, mais nous allons voir les projets futurs. Du point de vue méthodologique, l'équipe de géomorphologues ont décidé, mais je vais vous laisser ça, je vais vous parler de ça en 2 minutes. Donc, à part les résultats qu'on a eus pendant cette campagne, donc on a obtenu les plans topographiques, le modèle 3D. On a fait une fouille archéologique qui a daté, ça je vais vous dire, qui a daté l'espace funéraire tubulaire pendant le Haut Empire, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et après avoir identifié des structures claires, des maisons dans l'établissement romain, on a décidé que pour les campagnes suivantes, on va nous concentrer sur cette colline, c'est-à-dire sur l'établissement rural et son espace funéraire, parce que l'espace funéraire tumulaire est clairement lié à cet établissement rural.
Et finalement, comme je vous ai dit, la prochaine semaine, un collègue, un doctorant va commencer les mesures, la prospection géophysique pour obtenir une carte de cet établissement rural romain et aussi de l'établissement fortifié dont je vous ai parlé. Revenons à la géoarchéologie. Du point de vue méthodologique, l'équipe de la faculté de géographie a décidé de voir évidemment les sédiments à l'embouchure de la Hamangia qui donnait dans le golfe de Golovica, ce qui est normal. Maintenant, ils vont, dans les campagnes suivantes, ils vont monter au nord de toute cette zone pour voir les sédiments avant de la Hamangia et d'autres sources avant de franchir la zone qui nous intéresse. Et ça, c'est aussi très important parce que et là, les archéologues ont eu les archéologues et les géoarchéologues ont eu la même idée pour voir le lien entre toute cette zone qui nous intéresse et une mine de cuivre et de fer qui se trouvait à Altıntepe, ici au nord-est de la zone qui nous intéresse. Parce que cette mine pourrait très bien nous expliquer, pourrait être un autre argument pour nous expliquer pourquoi on a cette concentration des établissements qui durent, qui ont une existence très longue dans la région. Évidemment, d'autres réponses seront apportées par l'analyse palynologique, parce que là, il faut voir exactement quelle était la végétation de la zone, quel était le profil agricole, parce que c'est clair qu'il fallait avoir des terrains agricoles, autrement on n'aurait pas des établissements nombreux comme ceux qu'on a ici. Il faut comprendre aussi que dans toutes ces zones, il y a des établissements romains. Il y a à Chamoudia dessous ici, à Stejaru, à Neatârnara, voilà la Neatârnara dont je vous parlais. Donc, quand je vous ai parlé de la route le long qui était bordée par cette ligne, par cet alignement de tumuli. Donc, il y a tout un réseau d'établissements qu'on ne connaît pas vraiment, qui ont été identifiés dans le terrain, mais d'une façon assez seulement par des prospections de terrain. Et donc, il faut comprendre cet établissement, ce réseau d'établissements aussi en liaison avec les ressources locales, les ressources de cuivre, les ressources agricoles. C'est pour ça qu'ils vont aussi faire des carottages au nord de nos établissements. Et avec ça, je crois que j'ai fini.